François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors c'est peut dire que l'élection de Donald Trump et le Brexit ont été l'occasion, un peu paradoxalement, d'une prise de conscience chez les investisseurs que finalement l'économie mondiale ne se porte pas si mal, puisque avec le Brexit on s'attendait à une catastrophe économique, elle n'est pas advenue, et avec Trump on s'attendait également à la catastrophe, et également au plan financier, puisqu'on prévoyait une baisse de 8 à 10% des indices. Elle n'est pas advenue non plus. Absolument. Les investisseurs et les observateurs en général ont tendance à surestimer le poids des événements politiques sur le cycle économique et financier. Ça, c'est vraiment très traditionnel. Mais cette année, ce qui a été très particulier, c'est que les gens ont démarré l'année en ancrant des anticipations déflationnistes très fortes, avec le choc des matières premières, la crise dans certains pays, le fait que l'économie mondiale paraissait très fragile. Donc, ils ont interprété tous les chocs comme très négatif, alors qu'en fait, pendant l'année, tous les indicateurs économiques venaient se rassembler progressivement dans le sens d'une accélération synchronisée de l'économie mondiale. Vous parlez d'une dissonance cognitive. Exactement, c'est une dissonance cognitive, c'est-à-dire que d'un côté, l'économie envoyait des signaux positifs, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans les pays émergents, et de l'autre côté, les investisseurs avaient peur et ancraient des anticipations déflationnistes. Il fallait que ça s'arrête et ça se termine avec Trump. Alors, même si on constate une prise de conscience, on n'est tout de même pas dans le meilleur des mondes, et ces événements soulèvent un certain nombre de questions, voire suscitent un certain nombre de défis. Oui. Alors, on constate, c'est la première des choses, qu'avec l'élection de Trump, le marché procède à un arbitrage massif. Il quitte le domaine des obligations pour se tourner vers les actions. Alors, comment vous interprétez finalement ce grand basculement? Est-ce qu'on est vraiment en train de tourner la page du grand cycle obligataire qu'on a connu ces dernières années? C'est assez probable. Je pense que juste après le Brexit, on a probablement connu le plus haut de ce que j'appelle la prime de risque déflationniste, qui est de plus en plus attachée aux actifs financiers. Et donc là, avec cette dissonance dont on parlait, plus le choc Trump, eh ben, il y a le grand désancrage. Donc les gens désancrent leurs anticipations de déflation, ils comprennent qu'ils ont eu tort, ils vendent les obligations, mais aussi ils vendent un certain nombre d'actions très défensives, avec des hauts dividendes, avec des business très stables. Ils s'aperçoivent qu'en fait, le risque s'est complètement déplacé, il n'est pas là où ils croyaient qu'il était. Alors on a un graphique qui illustre justement cette rotation très rapide des défensifs vers les secteurs cycliques. C'est vraiment spectaculaire. Ah, c'est très spectaculaire. En fait, la dernière fois qu'un tel mouvement a eu lieu, c'est en 2009, quand à la reprise qui a eu lieu juste après Lehman Brothers, il y a la grande crise. Mars 2009, les marchés et l'économie mondiale fait leur plus bas, des niveaux de récession terrifiants. Et là, on a la grande rotation. Mais il se passe exactement la même chose. Donc, c'est tout à fait historique. Alors, Trump s'engage, ou en tout cas prétend vouloir s'engager dans une politique de reflation, oui, avec des grands travaux aussi, et puis une majoration des salaires. C'est America First. On va peut-être même relever les tarifs douaniers. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'assister au retour de l'inflation ? Alors, en fait, le principal message de Trump, c'est de dire qu'on va maintenant compter sur la politique budgétaire, ce qui est réclamé par beaucoup, d'ailleurs, d'économistes depuis longtemps, y compris paradoxalement par les économistes les plus démocrates, donc ils se retrouvent un peu en porte-à-faux avec cette élection. Donc, on va avoir, ce dont on est quasiment certain, et même certain, c'est qu'il y aura des baisses d'impôts massives, baisses d'impôts pour les entreprises et baisses d'impôts pour les ménages. La partie dépenses d'infrastructure est plus floue. On ne sait pas du tout quel montant et quelle forme ça prendra. Peut-être un plan Juncker, ce qui est un peu un funge, ou un petit peu mieux que ça. Et puis la partie protectionniste, là aussi, on ne sait pas du tout. Ça, c'est la partie négative. Si c'est juste aller chercher quelque part de marché, ou en tout cas punir un petit peu les Chinois sur le marché de l'acier, et puis quelques actions dans l'automobile, pas de problème. Mais vous ne croyez pas à une incidence négative sur le cycle mondial ? Au contraire, tout d'un coup, il y a une visibilité qui arrive, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez les chiffres économiques qui s'améliorent, et de l'autre, un programme qui vous dit au printemps, il y a le plus grand pays du monde qui va appuyer sur l'accélérateur. Donc le cycle américain va se prolonger, parce qu'on s'inquiétait de ça finalement. Voilà. On arrivait
normalement dans la zone de fin de cycle. Voilà. En fait, c'est exactement ce qui se passe, c'est que les gens suppriment complètement ce scénario. Donc la fin de cycle aux États-Unis est repoussée d'au moins de 3 ans dans l'esprit des investisseurs. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle, de toute façon, elle n'aurait pas lieu d'ici 2020. Et c'est ça qui se passe. En revanche, ça a des impacts sur la zone. C'est-à-dire comment cette accélération américaine impacte le reste du monde. Ça, c'est la grande question. Alors déjà, par les devises, puisqu'on a un dollar qui se raffermit sensiblement. C'est très important parce qu'en fait, cette action de la politique budgétaire américaine attendue, elle n'aura pas lieu dans les mêmes proportions ailleurs. Donc là, il y a un vrai écart qui se crée. Les Japonais et les Européens vont devoir continuer à compter sur la politique monétaire quasi exclusivement. Et ça affaiblit leur devise, alors que les États-Unis sont en train de la faire remonter. Mais in fine, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? C'est une excellente chose parce qu'on a la diffusion de la croissance américaine et de l'accélération américaine se fait par le change. Donc il y aura plus de profits pour les exportateurs européens et japonais. Et ça va aider aussi, par exemple, la BCE à atteindre ses objectifs d'inflation. Si on considère un petit peu ce que vous mettez dans les portefeuilles, quand je vous écoute, je me dis il faut être plutôt exposé aux valeurs dollars, quand on parle des valeurs européennes. Est-ce qu'on joue également le Japon, puisque le Japon voit le yen se déprécier, et on connaît la corrélation entre Nikkei et Topix et baisse du yen? Oui. En fait, ce qui a changé dans le scénario d'Orval, qui était déjà un scénario très positif pour l'économie mondiale, donc ça, on ne change rien. Ce qui a changé, c'est le change. Effectivement, le marché des changes. Nous, on pense que l'euro peut aller à parité. Ce n'était pas tellement notre scénario précédemment. À parité, voire en dessous contre dollar, et le yen revenir à 125. Alors, les gagnants, bien sûr, c'est le marché européen, mais il faudra d'abord passer la question politique. Le gagnant, on va y revenir. En revanche, le gagnant immédiat, c'est le Japon, parce qu'il y a un double effet au Japon très particulier. Baisse du yen, bien sûr, pour les mêmes raisons qu'en Europe, mais aussi le fait que la Banque du Japon fixe les taux longs. Donc, il n'y a pas de hausse des taux longs au Japon, donc il y a toute une partie de la cote japonaise qui pourrait être susceptible ou vulnérable à la hausse des taux longs, bien qu'il ne l'est pas. Donc, ça fait vraiment un double effet, et donc vraiment le gagnant de ce choc à court terme, c'est le marché japonais. Le marché japonais, toutefois, est-ce qu'on ne peut pas émettre quelques réserves à l'endroit du Japon, sachant que les miracles attendus des Abenomics se font tout de même un petit peu attendre? Est-ce qu'on ne risque pas finalement d'entrer dans une spirale négative du côté de la devise, qui poserait problème aussi à terme? Oui, enfin là, il s'agit simplement de revenir au niveau du yen qu'on avait il y a un an. Donc, ce n'est pas un nouveau plus bas pour le yen. Donc, on a déjà connu ces niveaux-là. Et l'économie japonaise, vous avez vu peut-être au troisième trimestre, progresse. Donc, on n'est pas dans un marasme économique au Japon. C'est exactement ce que les gens attendaient. Ils avaient complètement enlevé le Japon de leur univers investissable. Ils redécouvrent que l'économie japonaise va relativement bien et que... Donc le Japon est un gros pari dans vos allocations aujourd'hui? Oui, là, c'est un des effets de Trump sur nos portefeuilles, c'est d'aller vers le marché japonais. Alors, on a évoqué l'Europe également, et vous avez légèrement esquissé la question politique, mais elle est tout de même prégnante, avec le référendum italien notamment. Est-ce que la prime politique en Europe ne va pas tout de même contrarier les performances du marché européen? Pour l'instant, oui. La question, c'est de savoir de combien elle est et est-elle justifiée. Aujourd'hui, nous mesurons la prime de risque politique sur les marchés actions européens à environ 15% de décote par rapport aux États-Unis. C'est le même niveau de décote qu'on avait que ce que l'on avait pendant la grande crise de l'euro en 2011-2012. Donc je pense que vraiment là, on atteint des niveaux intéressants. Deuxième point, doit-on penser que l'Europe est aussi vulnérable qu'en 2011-2012 ? Bon, tout est possible en politique, mais la barre pour qu'un gouvernement ou une tendance anti-euro arrive au pouvoir en Italie, en Hollande ou en France, la barre est extrêmement haute. Puis j'irai même plus loin. Regardez la Grèce l'année dernière, même quand vous avez un gouvernement qui semble vouloir faire une rupture, la barre pour sortir de l'euro est tellement haute encore que les scénarios vraiment catastrophes systémiques pour la zone euro sont quand même des scénarios très peu probables. Mais en attendant, la prime demeure. La prime demeure, et c'est l'espoir pour les investisseurs, c'est qu'en pariant sur l'Europe aujourd'hui, ils auront en 2017, sauf accident majeur politique, ils auront justement
la baisse de cette prime de risque dans un contexte économique qui est bien meilleur que prévu, comme on l'a dit. On a parlé des actions japonaises, Oui. pari fort, les actions européennes, bon, c'est un pari de plus long terme, mais c'est Oui. un pari tout de même dans Oui. vos allocations. Oui. Parlons un petit peu des émergents tout de même, parce Oui. qu'avec l'appréciation du dollar, ça va peut-être pas faire leurs affaires. Il y a l'appréciation du dollar et les risques protectionnistes. Donc les investisseurs qui étaient très présents sur ce marché, Dorval aussi, en particulier à travers le fonds Dorval Flexible Monde, mais aussi dans Dorval Manager et Dorval Conviction, où on avait quelques valeurs très orientées pays émergents. Bien, ça, on lève un petit peu le pied de l'accélérateur, simplement en attendant. En revanche, on ne croit pas un instant à une crise des marchés émergents, parce que cette crise a déjà eu lieu. C'est la crise des années 2012-2015, vous avez eu une énorme baisse des devises des pays émergents, hors Chine en tout cas, et ça c'est fait. C'est d'une ampleur quasi égale à la grande crise asiatique, vous savez, des années 97-2002. Donc je pense que ce qui est fait est plus à faire. Aujourd'hui, l'idée que le Brésil, la Russie vont sortir de la récession sont des idées toujours valables, que l'économie, et on le voit dans les fameux, vous savez, les enquêtes PMI des pays émergents, il y a un vrai progrès. Donc on attend pour revenir. François-Xavier, merci. Merci.